Je vais vous raconter quelques histoires sur l'évolution de la thérapie familiale et ses derniers développements. Et puis ensuite, on va faire une simulation d'un premier entretien de thérapie de famille et on va débattre entre nous. Alors, ce serait pas mal qu'on ait un micro à ce moment-là là-haut et un micro en bas pour pouvoir débattre de ce qui va se passer au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, juste une question. Qui parmi vous a été formé à la thérapie de famille? Levez la main. C'est bien. Donc il y a une partie qui n'y a pas été formée, alors que ceux qui ont été formés me pardonnent de dire des choses qu'ils connaissent déjà. Mais comme cela, tout le monde pourra en profiter. Donc je dirais que pour moi, il y a eu 3 moments importants dans l'histoire des thérapies de famille. Le premier moment, c'était en 1956. En 1956, il y a un groupe qui travaille dans une ville qui s'appelle Palo Alto, en Californie. Ce groupe est autour d'un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson et d'un psychiatre-psychanalyste qui s'appelle Don Jackson. Dans ce groupe, il y a des gens comme Jay Haley et d'autres. Et ce groupe crée un texte et crée un concept qui s'appelle le double lien ou la double contrainte. C'est quoi ce concept créé en 1956? Ce concept dit en gros ceci, il dit qu'il arrive qu'une mère, par exemple, envoie un double message à son fils. Par exemple, la mère va dire « Ma chérie, viens sur mes genoux ». Et en même temps, quand l'enfant se rapproche, la mère se raidit. Donc l'enfant reçoit 2 messages contradictoires, l'un verbal, l'autre non verbal. Et l'enfant dépend vitalement de sa mère. L'enfant n'est pas assez âgé pour pouvoir prendre conscience des 2 niveaux de messages qu'il a reçus. Alors, mes chers amis, on va commencer. Vous êtes l'enfant, je suis la maman. Je vous dis, ma chérie ou mon chéri, si vous êtes un garçon, viens sur mes genoux. Et quand vous approchez, je me raidis. Qu'est-ce que vous faites? Oui, quoi? Pardon? Vous avancez. Vous avancez, je me raidis encore plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous refermez. Et je dis, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Tu n'aimes pas ta mère? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pleurez, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Tu es triste, ta maman te demande de venir près d'elle. Qu'allez-vous faire, mes chers amis? Pardon? Que la main se lève, je vois qu'il veut parler. Alors, personne ne veut parler. Si, voilà, allez au fond, allez. Quoi? Rien. Mon pauvre chéri, tu as des problèmes d'audition? Il faudra aller voir le docteur. Alors, ce que vous voyez, ce qui est très important, c'est que ce texte de 56, il y a quelqu'un qui veut parler derrière? Non. Ce texte de 56 est un texte qui a servi à l'école de Palo Alto pour faire une hypothèse sur un des éléments qui aurait pu créer en second temps la schizophrénie. Ce texte de Palo Alto de 56 est un texte qui, malheureusement, a été repris par les médias dans les années 60-70, au moment de l'antipsychiatrie, parce qu'on y trouvait quelque chose que les médias aimaient bien, c'est que le malade mental est malade à cause de sa famille ou à cause de la société. Et on a vu dans les années d'antipsychiatrie, que j'ai bien connu, parce que j'ai coordonné moi-même le mouvement d'antipsychiatrie avec l'aide de mon ami Jacques Plumaquers et d'autres, et nous avons vu nous-mêmes, qui regroupions les créateurs, les fondateurs d'antipsychiatrie, comment le discours médiatique était complètement, je dirais, trivialisé la notion d'antipsychiatrie en faisant simplement quelque chose de linéaire, quelque chose où il y a un mauvais et un bon. Le bon, c'est le pauvre patient, et le mauvais, c'est la famille et la société. Déjà en soi,
on aurait pu se dire, ça ne tient pas la route, cette histoire. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce que c'est linéaire. Il y a, c'est comme un western, il y a un bon et un méchant. Dès qu'on pense en termes de bon et de méchant, on est mal barré. Parce que dans une histoire linéaire, où A fait ceci à B, point barre. Dès 59, Jerry Lee, qui appartenait à ce groupe qui a écrit sur la double contrainte, dit un truc fondamental. Il écrit un texte où il explique ceci. Quand la mère dit à l'enfant « Mon chéri vient sur mes genoux » et que la maman se raidit, l'enfant vient et dit « Oh maman, quelle belle lunette tu as !» Et la mère ne sait plus s'il est venu pour les lunettes ou pour elle. Du coup, la mère est prise dans une double contrainte. Puisqu'il vient pour moi ou pour mes lunettes. Et ce que dit Haley, c'est qu'à partir de ce moment, on ne sait plus qu'est-ce qui vient d'abord, l'œuf ou la poule. Alors c'est très, 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 très important ceci. C'est très important parce que, à partir du moment où on part du principe de une relation humaine, il n'y a pas seulement A qui agit sur B, mais B qui réagit sur A. Dès qu'on accepte l'idée de rétroaction, on ne peut plus faire. On ne peut plus dire qui a commencé quoi. On ne peut plus dire qui fait quoi à l'autre. Et à partir de ce moment-là, on se met plutôt à penser à qu'est-ce qu'ils font ensemble. Donc je dirais qu'il y a eu, premier temps, en thérapie familiale, c'est 56, la double contrainte, et c'est qui fait quoi à l'autre. Ce qui reste dans une vision linéaire classique. À partir de 59, on passe à une seconde étape, c'est qu'est-ce qu'ils font ensemble. À partir de ce moment, le patient n'est plus un individu, le patient est la relation. C'est ce qui rend, pour l'intervenant, la vie plus facile. Parce que l'intervenant peut être pour les différents membres de la famille, puisque ce qu'il cherche, c'est la relation qui cause problème. Puis il y a eu un troisième temps en thérapie familiale. Parce que dans ce deuxième temps, qu'est-ce qu'ils font ensemble? On faisait comme si le thérapeute était objectif, comme si le thérapeute ou l'intervenant systémique était capable de voir ce qui passe autour de lui, faire des hypothèses et d'intervenir sans être partie prenante de ce système. Et à partir des années 80, on s'est mis à importer en thérapie de famille des travaux de biologistes, des travaux de cybernéticiens, qui montraient qu'on ne peut plus uniquement dire « je suis à l'extérieur de ce qui se passe », mais on est partie prenante de ce qui se passe. Par exemple, des travaux de Maturana et de Varela, deux biologistes chiliens, vont montrer que dans des circonstances spécifiques, on va voir bleu-vert, une lumière qu'un spectrophotomètre peut mesurer comme blanche. Et que donc ce que nous voyons n'existe pas tel quel à l'extérieur de nous, mais naît à l'intersection des longueurs d'onde qui nous parviennent et de la constitution de notre rétine. Par exemple, il y a une expérience facile à faire, on prend une feuille de papier, on met une petite étoile ici, on met un petit rond là, on met la main sur un œil, on bouge, et à un moment donné, on ne voit plus. Par exemple, le petit rond ou la petite étoile, c'est le moment où ça se projette sur la tache aveugle, la partie de la rétine, ou comment c'est un nerf optique. On ne sait pas quelle partie de notre rétine qui ne voit pas. Donc il y a une série de travaux qu'on a importés en thérapie familiale montrant que ce que nous voyons n'est pas séparable de nous. Et ceci introduit ce qu'on appelait alors la cybernétique de second ordre, qui est associée au nom de Heinz von Förster, V-O-N-F-O-E-R-S-T-E-R. Et donc on pourrait dire que jusqu'aux années 80, on pensait en termes de cybernétique de premier ordre, et on peut résumer ça en disant A agit sur B et B réagit sur A. À partir de 1980, on commence à faire un autre cercle, avec A agit sur B, B agit sur A, et puis Monier-Caïm qui regarde ce système, qui réagit sur Monier-Caïm. Donc l'observateur n'est plus séparable du système observé. Alors je dois dire un truc passionnant, que c'est une journée en l'honneur aussi et surtout de notre ami Jacques Plumakers. Quand j'ai rencontré Jacques Plumakers dans les années 75, Jacques avait déjà introduit l'idée de
cybernétique du second ordre, sans la nommer comme ça. Il avait introduit à partir d'une approche philosophique qui me semble tellement riche que je vais vous en parler. Peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais Jacques Makers a toujours été extrêmement intéressé par la philosophie et particulièrement par la phénoménologie. Et il était très intéressé par les travaux de Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty est un philosophe qui avait repris les travaux de Husserl sur l'enveloppement réciproque. Et Merleau-Ponty parlait de la relation adulte-enfant en reprenant ce terme que Husserl avait créé pour le lien entre philosophie et psychologie. Merleau-Ponty l'avait repris sur le lien entre l'adulte et l'enfant, montrant qu'on ne peut pas séparer quelqu'un de l'un qui vient de l'autre, dans cette histoire qu'il avait appelée d'enveloppement réciproque. Ce qui veut dire que pour Jacques Makers, il avait déjà introduit l'idée que l'intervenant systémique faisait partie, à l'époque on ne disait pas systémique, que l'intervenant faisait partie de cet ensemble d'enveloppement réciproque. Et Jacques avait fait le choix d'aller s'installer dans un quartier défavorisé à Bruxelles, à Schaerbeek, pour pouvoir effectuer des rencontres avec des jeunes en difficulté. Et l'idée de rencontre chez Jacques était une idée qui était très proche de ce que, dans les années 80, la spiritualité du second ordre allait nous offrir. Ça veut dire l'idée qu'il est difficile de séparer celui qui rencontre, celui qui est rencontré, car ce qui se joue, c'est la rencontre. Alors c'est intéressant, parce que Jacques, à partir de l'outil philosophique à lui, avait, je dirais, été prophète en introduisant quelque chose qui n'est devenu courant pour les thérapeutes familiaux qu'une dizaine d'années après que Jacques ait amené cela. Et donc, à partir de ce moment, le problème devient le suivant. Si l'intervenant systémique est pas séparable de ce qu'il observe, comment on va faire pour faire un travail rigoureux? Car, mes chers amis, la science traditionnelle est basée sur quoi? Sur l'objectivité. Ça veut dire qu'il faut que deux personnes différentes puissent voir la même chose. Si nous nous mettons à envahir ce que nous voyons par nos propres spécificités, mais il n'y a plus d'objectivité. Alors comment travailler? Alors ça, c'est fondamental, cette interrogation. Donc l'interrogation devient la suivante. C'est, mon cher Moni, Freud s'était déjà rendu compte des difficultés qu'il y avait à pouvoir ne pas envahir le patient par ses propres difficultés. Freud a créé le terme de contre-transfert en évoquant ce que le thérapeute vit et en disant il faut aider le thérapeute à prendre une distance suffisante pour ne pas envahir le patient. Et c'est l'analyse du contre-transfert qui permet au thérapeute d'acquérir la distance pour ne pas envahir le patient. Et voici qu'on arrive avec ce moment des années 80, cette théorie de la seconde cybernétique qui dit qu'on ne peut pas séparer l'observateur du système observé, ou, comme dirait Jacques Makers, on est dans une rencontre où son concept d'enveloppement réciproque empêche de pouvoir savoir quelle est la part de l'un et la part de l'autre. Comment s'en tirer? C'est pas mal, les amis. Et j'ai consacré une partie de mon travail à cela. Comment s'en tirer? Et je me suis dit au fond ceci. Je me suis dit, c'est clair que ce que je vois est lié à moi. Ça, c'est clair. Et vous verrez qu'on va faire une simulation. Je vais vous demander ce que vous voyez. Vous verrez que chacun de vous voit quelque chose de différent de l'autre. Et je vous montrerai comment, par une simple question, vous répondez par oui ou par non, et vous montrer comment ce que vous voyez est lié à vous. Et ce n'est pas par hasard que vous voyez ce que vous voyez. Mais, pour moi, cet aspect qu'on pourrait appeler contre-transférentiel n'est que le haut de l'iceberg. Comme vous savez, un iceberg a une partie inférieure au-dessous de l'eau qui est beaucoup plus importante que la partie visible. Quelle est pour moi la partie non visible de l'iceberg? C'est, comme dirait notre directrice, quelle est la fonction que je vive ceci dans ce contexte-là? Je vais donner un exemple. Imaginons une patiente qui arrive, j'ouvre la porte, je dis de rentrer, elle me dit, dans sa d'attente, elle me dit, mais monsieur, c'est l'heure de mon rendez-vous. Je lui dis, excusez-moi, je suis un peu en retard.
Elle me répond, j'espère que vous me rendrez les minutes que vous me volez, d'un ton très sec. Et donc, imaginons que je revienne vers mon bureau en me sentant irrité. Cette irritation peut être liée à quelque chose de mon histoire, où je la mets à la place d'une personne particulière qui pourrait m'irriter. Mais je peux aussi me dire, quelle est l'utilité dans le système constitué par elle et par moi que je sois irrité? À quoi ça lui sert que je sois irrité? Et une des possibilités, c'est que c'est une dame qui imagine qu'on peut que la rejeter. Si on imagine qu'on peut que la rejeter, elle a créé une armure pour se protéger de la désillusion. Et elle fait ce qu'il faut pour qu'on la rejette. À partir de ce moment-là, elle peut garder son armure et avoir la paix. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et quand elle va revenir, je vais vérifier. Est-ce qu'elle est quelqu'un qui, en général, est bienvenu? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui, en général, a l'impression qu'elle est mal reçue? Elle va me dire que toute sa vie est une vie de rejet. Autre exemple. Imaginons que je me sens protecteur par rapport à une patiente, mais protecteur à un point particulier. Je peux me dire, Monique, tu es en train de sortir d'une sorte de neutralité bienveillante, qu'est-ce qui se passe là? Et que je trouve dans mon histoire quelque chose qui a à faire avec le fait que cette personne évoque en moi quelqu'un à protéger. Mais je peux aussi me demander, quelle est la fonction pour elle que je me sens protecteur? Et je vais découvrir, c'est que c'est une personne qui a eu l'impression que sa mère l'a jamais traité en adulte. Sa mère l'a toujours traité en enfant à protéger. Et que donc, quand je suis en train de me comporter d'une manière telle, je suis protecteur, au lieu de l'aider à grandir, je suis en train de répéter ce que sa mère fait avec elle. Tout le monde suit. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, Freud a raison de dire que qu'on transfère, ça existe. Il a bien raison. Ça veut dire que ce que nous vivons est lié à nous. Mais ce qu'El-Khaïm ajoute, c'est que c'est lié à nous, mais non réductible à nous. C'est lié à nous parce qu'on ne pourrait pas sentir quelque chose si on n'a pas une corde qui vibre dans notre instrument musical à cela, mais ce n'est pas réductible à nous parce que ce qui est intéressant, c'est quelle est l'utilité pour le système que nous constituons et pour l'autre que je vive ce que je vis. Et de toute cette journée, autour de la simulation, le travail que nous ferons ensemble sera pour vous aider en tant qu'intervenants psychosociaux. Chaque fois que vous êtes face à une situation où vous vous sentez sortir de la neutralité bienveillante, où vous devenez indifférent, ou bien vous vous sentez perdu, ou bien vous avez l'impression que vous ne supportez pas quelqu'un, vous n'avez pas le temps, pendant le travail, de vous dire à quoi ça me renvoie. Mais vous pouvez vous demander, tiens, dans quelle mesure ceci n'est pas, je dirais, stimulé et amplifié par l'autre pour l'aider à ne pas avoir à changer. Et c'est clair pour tout le monde. Pour mieux vous expliquer ça, ce concept que j'ai appelé résonance, donc la résonance pour moi, ce n'est pas simplement le fait que je résonne avec l'autre. La résonance pour moi, c'est le fait que j'amplifie en moi un sentiment qui a comme utilité de renforcer l'autre dans ses convictions. Je recommence, pour vous donner une idée, avec un truc de couple. Et je regarde spécifiquement, chère jeune femme, aux lunettes, pour que vous me disiez si vous suivez ou pas. Donc je compte sur vous pour qu'on puisse travailler avec la salle. Ça va? Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe dans un couple. Pour montrer comment ce qu'il y a dans un couple peut se passer aussi dans le couple intervenant patient ou intervenant client. Imaginons ce couple qui m'a aidé à donner un titre à un de mes bouquins qui s'appelle « Si tu m'aimes, ne m'aime pas ». Dans ce couple, la femme me dit « Je veux que mon mari se comporte en homme aimant et en homme que je peux aimer ». Et quand le mari se comporte comme ça, elle me dit qu'elle ne supporte pas cette vague d'affection et d'amour qui vient de son mari. Elle va me raconter comment est-ce que elle adorait son père et que son père l'adorait et que son père l'a abandonnée quand elle était enfant. Elle me dira en pleurant à gros sanglots, de ce jour j'ai su qu'il n'y aurait pas de permanence dans l'amour ni dans l'amitié. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Donc on a une femme qui veut, au niveau, j'appelle, programme officiel, consciemment que son mari soit aimant avec elle et qu'elle puisse l'aimer.
mais au niveau de sa construction du monde. La carte du monde qu'elle a dessinée à partir de son histoire propre, elle s'est dit, mon père qui m'aimait, m'a adoré, m'a abandonné, j'ai énormément souffert. D'où je ne peux plus m'autoriser à m'exposer, à avoir mal. Tout le monde suit. Ce qui fait que quand le mari se comporte d'une manière telle qu'il n'est pas aimant, il la protège. Puisqu'ainsi, elle n'a pas à s'exposer. Je reviens là-dessus. Un des proverbes les plus frais qu'on retrouve dans toutes les cultures, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. Vous savez comment on le dit en grec? Celui qui a été ébouillanté par la soupe souffle sur le yogourt. C'est beau, hein? Au Maroc, il dirait celui qui a été mordu par un serpent a peur d'une corde. Dans toutes les cultures, vous retrouvez ce truc-là. Et il me semble qu'un des premiers mouvements de l'être humain, c'est j'ai eu mal 1, 2, 3, 4 fois au même endroit, je construis une armure pour ne plus avoir mal à cet endroit-là. Et donc, à partir de ce moment, ce qui se passe, c'est que, pour ne pas avoir mal, nous créons une sorte de construction qui est, ça, j'y crois pas. Mais en même temps, je le veux. Donc, le mari de cette femme, qui m'a dit comment quand il se rapprochait d'elle, elle avait peur, m'a dit, vous savez, quand je demandais ma femme en mariage, elle m'a dit, je t'épouse, car je sais que tu vas me quitter. Qui était une manière presque d'exorciser le fait qu'il puisse la quitter. Donc, qu'est-ce que vous voyez, mes chers amis? Que dans les couples, ce qui se passe fréquemment, c'est que le couple peut être thérapeutique quand un de nous deux ne marche pas dans la danse de l'autre. Et l'autre alors modifie sa danse et grandit. Par exemple, si je rencontre une femme qui a l'habitude de s'occuper des gens pauvres et malingres, et qui n'a de cesse d'être l'infirmière, et que moi, je ne me sens pas malade, ou elle me quitte, ou elle reste avec moi. Mais si elle reste avec moi, elle apprend à être aimée sans forcément être infirmière. Tout le monde suit. Donc dans les couples, nous sommes, nous, thérapeutiques. Ça veut dire que, dans la mesure où nous ne répétons pas ce qu'on nous invite à répéter, l'autre nous quitte ou grandit avec nous. Mais en général, malheureusement, les couples ne voient pas en quoi ils sont thérapeutiques. Ils voient surtout ce qui ne va pas. Ce qui passe ensemble normal. Ils ont même oublié qu'il y avait un problème auparavant à ce niveau-là. Et par contre, ils viennent nous voir avec le problème qu'ils ont, parce que ceux qui souhaitent et qui n'arrivent pas à croire possible est en train de s'articuler avec ce que l'autre souhaite et ne croit pas possible, qui fait qu'ils se coincent tous les deux. Et donc ce modèle que j'ai créé pour les couples est un modèle tout simple, où je dis, quelle est l'utilité pour moi de ce dont je me plains par rapport à mon mari? Ou quelle est l'utilité pour moi de ce dont je me plains par rapport à ma femme? À partir de ce modèle, on peut se dire que l'autre se scrute en fonction de nous. Et bien j'utilise la même chose dans le couple thérapeute-patient. Je dis, dans quelle mesure est-ce que moi, le thérapeute, ou moi, l'intervenant psychosocial, je suis en train de me sculpter pour renforcer la construction du patient ou du client. Et donc, à partir de ce moment, je commence à créer un outil qui est un outil rigoureux pour faire un travail d'intervention. Un outil rigoureux, pourquoi? Parce que je commence. 1. Qu'est-ce que je vis qui me sort d'une neutralité bienveillante? 2. Je n'ai pas le temps en séance d'analyser le lien entre ceci et mon histoire. 3. Vérifions que ce thème n'a pas une fonction pour l'autre. Et alors posons la question à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que, imaginons dans un couple, une femme dit « mon mari n'est pas proche », il ne faut pas lui dire « est-ce que quand vous étiez enfant, on n'était pas proche de vous ?» Demandez-lui plutôt, quand vous étiez enfant, qui était le plus proche de vous. Ça ne peut vous dire personne. Et vous vérifiez comme ça votre hypothèse sans la souffler à la personne. Donc 1, qu'est-ce que je vis? 2, je n'ai pas le temps d'analyser ça maintenant, je le ferai en supervision plus tard ou en parlant à des collègues. 3, vérifions que ce que j'ai vécu peut avoir une fonction pour l'autre. Si c'est le cas, alors j'ai trouvé le pont unique et singulier en ce moment d'intervention entre l'autre et moi. Et je vais devoir travailler pour flexibiliser cette idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où je dis que je ne suis pas séparable du système que j'observe, à partir du moment où je parle de système d'intervention, et pas de famille, ou d'institution, ou de patient,
mais je parle de système d'intervention, à partir de ce moment-là, je suis membre de ce système, et à partir de ce moment-là, je dois accepter que ce que je le vis comme membre de ce système. Donc ce que je vis, c'est comme si j'étais un baromètre qui donne la pression atmosphérique. Ce que je vis m'informe sur ce qui se passe comme règle implicite dans ce système constitué par eux et par moi. Et donc mon vécu est un vécu indicatif, diagnostique de ce que nous vivons ensemble. À partir du moment où je vérifie cela, j'ai une hypothèse, j'ai une vérification. Je n'ai pas fait une hypothèse et une vérification de la réalité, de la vérité, mais des constructions des autres. Donc pour moi, les systèmes sont des systèmes de construction du réel. Ça veut dire que ce que je construis comme hypothèse est une hypothèse sur la fonction de mon vécu dans ce système de construction. Mais même si je réussis, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut simplement dire que j'ai été opératoire. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que ces gens qui parlent de système d'intervention, de système thérapeutique, sont des constructivistes. Constructivistes parce qu'ils ne parlent pas de la réalité, mais de sa construction. Ils ne parlent pas d'un système dans la réalité, mais d'un système de construction. Donc leur travail à partir de ce moment devient comment utiliser la fonction de ma construction dans ce système particulier. Alors, c'est clair pour tout le monde ceci. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de dire ceci. Il n'y a pas que l'objectivité qui peut être un outil rigoureux pour analyser une situation. Notre subjectivité n'est pas que subjective. Notre subjectivité émerge au sein d'un système où cette subjectivité indique déjà ce qui se passe dans ce système. Si on analyse notre subjectivité, pas comme venant de nous uniquement, mais comme émergeant au sein d'un système, alors nous avons une indication sur quelque chose d'important dans ce système. Si nous vérifions et que ça se révèle juste, alors on a une porte d'entrée. Donc ce que j'offre comme possibilité, c'est que l'intervenant psychosocial peut être partie du système où il se trouve et utiliser son vécu comme quelque chose qui est plus large que lui. Et à partir de cela, avoir un outil d'intervention rigoureux. Ça a l'air très abstrait, comme c'est raconté maintenant, mais je vous en montrerai ça dans la simulation et ce sera tout de suite beaucoup plus palpable. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une question ou une remarque? Pas de question, pas de remarque. Ok. Dans le programme qu'on avait, on avait pour la partie théorique jusqu'à 10h30. Parfait. Alors, cette approche constructiviste est une approche qui insiste sur la fonction du vécu de quelqu'un dans un système. Qui dit fonction, dit approche systémique. Freud pensait aussi en termes de fonction. Freud pensait quelle est la fonction ou le sens de mon symptôme dans mon économie individuelle. Le systémicien, il pense quel est le sens ou la fonction de mon symptôme au niveau du système où je suis. Donc il va au-delà de moi. Mais les deux peuvent se tendre la main. Une approche, pour moi, freudienne, peut tendre la main à une approche systémique, car les deux peuvent penser en termes de fonction et de sens. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'idée du système. C'est l'idée que ce qui arrive fait sens et fait fonction à l'intérieur d'un système plus large. Ce qui est arrivé ces dernières années en thérapie familiale aux États-Unis et qui gagne maintenant les pays anglo-saxons, c'est un mouvement nouveau, qui est un mouvement qui se sépare d'approche systémique pour insister sur les récits et la narration. Je vais vous en dire deux ou trois mots, bien que ce soit un mouvement qui est différent de ce qui m'intéresse, pour que vous ayez des connaissances, des développements récents du genre de thérapie familiale. D'abord, il faut que vous sachiez que le monde anglo-saxon a toujours été extrêmement sensible au langage. Je dirais que le monde latin
est un monde qui a été beaucoup plus intéressé par l'aspect économique, social, politique. Le monde anglo-saxon pense en plus que si on change de langage, on change des choses. Et il y a, dans ces développements récents, un monsieur qui s'appelle Gergen, G-E-R-G-E-N, un monsieur sympathique au demeurant, qui a créé la théorie suivante. C'est que les relations sociales créent des récits, des narrations, et ces narrations vont nous raconter qui nous sommes. Donc pour ce monsieur, les relations sociales créent des récits, et les récits créent notre identité. Et donc pour ce monsieur, si on change de récit, on change d'identité. Mon problème à moi, c'est pourquoi c'est tel récit qui est dominant et pas tel autre. Et quelle est la fonction du fait que ce récit soit dominant. Ça ne les intéresse pas. Et donc eux ont arrêté d'être à l'aspect systémique qui pour moi est fondamental, parce que pour moi, dès que nous sommes en relation dans un groupe, il y a d'interrelation, il y a un système, eux ont choisi plutôt de privilégier l'aspect du récit. Alors, entre nous, nous savons tous que ceci est très important, les récits qu'on fait sur nous-mêmes. Il est très clair, par exemple, que si je suis né homosexuel dans un petit village au siècle dernier, quelque part en Belgique, eh bien, le récit qu'on raconte sur l'homosexuel et comment je vais me voir, c'est pas évident. Si je suis né aujourd'hui à San Francisco, dans une ville avec des quartiers à majorité homosexuelle, eh bien, je me sentirais complètement à l'aise, puisque non seulement c'est vécu simplement comme un choix sexuel, mais aussi ça a disparu de la nomenclature psychiatrique. Je ne suis plus considéré comme quelqu'un qui a un problème psychologique. Et donc on voit bien que le récit que la société fait sur moi et que je me fais de moi-même vont déterminer comment je me vois. Ça me semble absolument évident. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que le récit a changé sur l'homosexualité. Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, dans des contextes particuliers, ça a à ce point changé que dans la nomenclature psychiatrique, on a enlevé ça comme pathologie. Mais donc, simplement, ces amis qui s'intéressent à cela, eux vont essayer de permettre aux clients, aux patients, de pouvoir avoir un autre récit. Et là, il y a deux groupes différents. Un groupe avec une dame qui s'appelle Arlene Anderson et un monsieur, Harry Golichan, qui maintenant a disparu, qui est un groupe qui va essayer d'insister sur « laissons-les libres de parler » jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre récit que le récit actuel qui se font. Puis un autre groupe avec un Australien, Michael White, qui est un homme qui a toujours milité à gauche, et qui lui va essayer de proposer une autre lecture, qui sera un autre récit, qui permettra aux gens de se voir autrement. Il n'y a rien de tout à fait nouveau là-dedans, si ce n'est qu'il y a l'idée que tenir un langage différent donne aux gens une entité différente et leur permet de pouvoir voir les choses différemment. Ceci dit, moi, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vécu à New York, dans le sud du Bronx, dans les années début 70, qui était un truc de ce style. Ça avait été à un moment donné, c'était le moment des mouvements dits révolutionnaires, les Panthères Noires chez les Noirs, les Young Lords chez les Portoricains. Ces gens avaient envahi un étage de l'hôpital Lincoln à New York et avaient dit, voilà, c'est l'homme blanc qui met la drogue dans les ghettos pour casser les mouvements révolutionnaires. Et donc, les toxicomanes, ils les amenaient, ils leur faisaient éducation politique. Comme quoi ils n'étaient pas toxicos, ils étaient victimes du système. Et puis, ils leur donnaient en parallèle la méthadone à dose décroissante. Et ils les renvoyaient dans la communauté pour convaincre d'autres toxicomanes qu'ils étaient des victimes politiques. Ben, ça marchait pas mal, leur programme. Tant que le mouvement, je dirais, révolutionnaire, noir et portoricain était porté par les alizés. Quand le mouvement s'est effondré, tout ça est tombé en petits morceaux. Mais c'est intéressant, effectivement, l'idée que le récit que l'on se fait sur soi peut déterminer comment on se voit. Et à partir de ce moment, peut nous offrir d'autres possibilités. Donc, ce mouvement, qui est un mouvement des narrations, est un mouvement qui a pris surtout aux États-Unis, dans les pays nordiques, les pays anglo-saxons, où un philosophe, le philosophie du langage, est extrêmement important. C'est Wittgenstein
philosophe du langage qui a joué le rôle plus important pour ces gens-là. Il y a aussi maintenant un autre mouvement, toujours lié à ce mouvement de narration, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Steve de Chaser, qui est le mouvement des solutions. Comme vous savez, dans le monde des thérapies familiales, ce monde a été très très fort impressionné par un psychiatre qui s'appelait Milton Erickson, qui était un psychiatre hypnotiseur, qui avait créé une forme d'approche à l'hypnose très particulière, parce que Erickson disait, on est fréquemment en transe sans s'en rendre compte. Par exemple, je conduis ma voiture, je rate ma sortie d'autoroute, et je réalise après coup, j'ai raté, c'est que j'ai conduit dans un état relativement en transe, je ne m'en rendais même pas compte. Et ce type de, par exemple, Erickson disait, trop souvent, on a employé la route qui va de l'inconscient au conscient comme une route à sens unique. Ça veut dire, on s'intéressait aux lapsus, aux rêves, aux actes manqués, en interprétant au niveau conscient. On n'a pas assez travaillé sur cette route comme une route à double voie. Et alors Erickson racontera des métaphores, racontera des histoires, donnera des tâches pour essayer de toucher l'inconscient en consultant le conscient. Et Steve de Chaser est quelqu'un qui va reprendre deux questions classiques qu'Erickson posait régulièrement. Une question, c'est la question de l'exception. Tout le monde sait qu'un gosse qui fait pipi au lit, à un moment donné, ne fait pas pipi au lit. Quand il est chez sa grand-mère, ou quand il est chez des copains. Et alors là, le thérapeute va demander « parle-moi de l'exception » pour essayer de montrer à celui qui a un problème qu'il est capable à des moments donnés de trouver en lui les ressources qui font que le symptôme disparaît. Et à partir de ce moment-là, on va travailler sur les ressources que la personne ne sait pas qu'elle a. Autre question que va utiliser de Chaser, c'est la question suivante. Imaginons, il reprend ça d'Erickson, imaginons que quelqu'un avec une baguette magique fasse que vous guérissiez complètement. Décrivez-moi comment se passera votre journée. Et là, cette question magique permet évidemment aux gens de se mettre en position de s'accrocher au futur. Et de Chaser dira, il y a eu 3 temps dans les psychothérapies, les thérapies axées sur le passé, comme la psychanalyse, les thérapies axées plus sur le présent, comme les thérapies stratégiques liées aux thérapies familiales, et puis les thérapies qui s'accrochent au futur, comme l'approche des solutions de Chaser. Donc c'est maintenant les derniers développements de gens provenant des thérapies familiales et qui tentent des choses nouvelles. Mais je dis de nouveau, la différence entre ces écoles de narration et ces écoles des solutions et mon approche, c'est que moi je continue à penser que nous vivons dans des systèmes où il y a des fonctions et où il y a des sens. Et c'est important pour moi de rendre à celui qui a un problème son humanité en acceptant que ce qu'il a fait sens. Et n'étant pas du ciel simplement comme ça, et que ce qu'il a fait fonction. Et que mon travail, c'est comment modifier le contexte qui a permis l'émergence et le maintien de la difficulté pour que ces difficultés puissent évoluer. Donc je vous ai fait un résumé très rapide des derniers développements dans le monde des thérapies familiales, mais je vais surtout aujourd'hui travailler avec vous pour vous transmettre comment vous pouvez utiliser votre vécu en intervention pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aider les gens à évoluer tout en évoluant avec eux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques maintenant? Oui. Vous avez un micro. Là. Donnez-la là. Ben moi, je voudrais poser une question parce que justement, pour le moment, je rencontre une personne qui est dans un système narratif où elle est vraiment enfermée dans ce système et parfois je suis un petit peu perdue parce que je ne sais pas si c'est plus intéressant de la laisser justement chercher elle-même une autre manière de se raconter une histoire ou... Jeune femme, vous voulez une supervision? Pardon? Vous voulez une supervision? Ah, venez. Venez. Venez ici.